Bienvenue dans cette deuxième partie de la série 2 de la chimie consacrée au suivi temporel d'une transformation vitesse de réaction. L'exercice 4. Le but de cet exercice est d'étudier la cinétique de l'hydrolyse basique C4H8O2 par suivi conductivité. À cette fin, on mélange rapidement dans un bécher une quantité N1 égale 1,010-2 mol de soude, Na plus HO- et une quantité N2 de C4H8O2 en excès à 25 degrés C. On note Vt, le volume total du mélange. Les données, conductivité molaire ionique de quelques ions à 25 degrés Celsius. Le Na+, HO-, C2H3O2-. Ce sont les valeurs des conductivités molaires ioniques. L'équation de la réaction est C4H8O2 plus HO- dont C2H3O2- plus C2H5OH. La conductance de la solution est mesurée au cours du temps. Les résultats sont rassemblés dans le tableau ci-dessous. Dans ce tableau, on a les différents instants ainsi que les différentes valeurs de la conductance à chaque instant. La première question, pourquoi la conductance mesurée diminue-t-elle au cours de la transformation chimique? Pour répondre à cette question, on donne l'expression de G à l'instant t égale à 0 et l'expression de G à un instant t différent de 0. Et on va comparer G et G0 et par cette comparaison, on va montrer que la conductance diminue ou bien augmente et la raison de cette diminution. Premièrement, on trace le tableau d'avancement de la transformation. Donc après avoir dressé le tableau d'avancement, je dois faire l'inventaire des espèces chimiques qui sont présentes dans la solution et surtout les espèces ioniques. J'écris les ions présents dans la solution sont, alors initialement, j'ai HO- et j'ai Na+. Même s'ils ne participent pas à la réaction, ils participent dans la valeur de G. C'est-à-dire pour écrire la conductance ou bien la conductivité d'une solution, il faut tenir compte des ions qui réagissent et des ions même s'ils ne réagissent pas. Et encore, il y a l'ion C2H3O2-. Cet ion n'existe pas à l'instant initial, comme c'est donné dans le tableau d'avancement. Donc, je vais écrire l'expression de G à l'instant t égale à 0. Et je vais l'appeler G0. Elle est égale à K fois sigma. Sigma, c'est la conductivité. Égale aussi K. Sigma, c'est la somme des lambda des ions fois leur concentration effective. Et j'écris Na plus initial plus lambda HO- fois la concentration de HO- initiale. Donc, puisque le volume de la solution reste constant, la concentration de Na+, ne va pas changer au cours de la réaction, puisqu'il ne va pas participer. Par contre, la concentration de HO- va diminuer. À savoir que la concentration de HO- initiale, c'est le N1 sur le volume total. Elle est égale aussi à la concentration initiale de Na+. Maintenant, pour un instant t différent de 0, la conductance G égale, cette fois-ci K, lambda de Na+, la concentration de Na+, puisqu'il n'a pas changé, il va rester égal à la précédente, plus lambda HO-, la concentration de HO-. Cette fois, la concentration de HO- il est inférieure à la précédente, plus lambda de l'ion produit par la réaction C2H3O2-. C2H3O2- fois la concentration de cet ion. Et je ferme la parenthèse. Maintenant, on va essayer d'expliciter cette relation, c'est-à-dire de la développer un peu et donner la concentration de chaque espèce. Pour HO-, d'après le tableau d'avancement, sa concentration, c'est sa quantité de matière à un instant t différent de 0, c'est-à-dire à l'état intermédiaire, divisé par le volume total. C'est N1 moins X sur le volume total. Ceci est égal à N1 sur le volume total moins X sur V total. Or, le N1 sur le volume total n'est autre que la concentration initiale. Ceci est donc égal à HO- initial moins X sur V de T. De même, la concentration de C2H3O2-
il est égal à sa quantité de matière X sur le volume total. Donc, je remplace chaque et après, je vais comparer G avec G0. Donc, G s'écrira K facteur de lambda Na+, concentration initiale de Na+, plus lambda H- fois la concentration de H- à l'état intermédiaire, c'est H- initial moins X sur V de T. Pour alléger l'écriture, je vais symboliser cet ion par A2-, et ça donnera plus lambda A2-, la concentration de cet ion que j'ai appelé A2-, c'est X sur VT. Si je développe ce calcul, je trouve K facteur de lambda Na+, concentration Na+ initiale, plus lambda H- fois la concentration initiale de H-. Ceci, cette concentration H-, elle est égale à la concentration initiale moins X sur VT. Donc, si j'effectue le calcul, je développe cette parenthèse, ça me donne lambda H- fois la concentration de H- initiale moins lambda H- fois X sur V de T plus lambda de A2- fois X sur V de T. Maintenant, ce que je constate, que cette partie-là, je peux la mettre sous cette forme. G égale K lambda Na+, concentration initiale de Na+, plus lambda H-, concentration H- initiale, moins K X sur V de T, facteur de lambda H-, moins lambda A2-. Donc, j'ai divisé cette expression en deux parties. La première partie, je reconnais que G égale, cette partie-là, c'est G0, moins Kx sur V de T, lambda de H- moins lambda de A2-. Maintenant, faisons la différence. G moins G0, elle est égale, je fais passer ça de l'autre côté, égale moins Kx sur Vt, facteur de lambda H- moins lambda A2-. Cette quantité, elle est positive. Donc, avec le signe moins, cette quantité, elle est négative. Donc, je peux déduire à partir de là que G moins G0, elle est inférieure à 0. Donc, G diminue au cours du temps. Maintenant, j'ai démontré que la valeur de G diminue au cours du temps. La cause de cette diminution, c'est la diminution de H-, malgré que A2- a augmenté. Maintenant, je conclus que la diminution de H-, l'emporte sur l'augmentation de A2-, du fait que lambda H-, est très supérieur à lambda A2-. Donc, on écrit G diminue au cours du temps du fait de la diminution de la concentration de H, qui a une conductivité molaire ionique plus grande que lambda C2H3O2-. La deuxième question de cet exercice, étude de la conductance G du mélange réactionnel. On appelle constante de cellule K le rapport de la conductance G et de la conductivité de la solution. On peut donc écrire la relation G égale K sigma. Sigma, c'est la conductivité. Première question, donnez l'expression de la conductance initiale G0 en fonction de K, N1 et le volume total, et des conductivités molaires ioniques lambda I. Trouvez sa valeur dans le tableau. On va se baser sur la réponse de la première question pour répondre aux différentes questions du deuxièmement. Deuxièmement, alors G0, c'est K fois sigma 0 égale K facteur. Initialement, on avait les ions H- et les ions Na+. Donc c'est lambda Na+, fois concentration effective de Na+, à l'état initial, plus lambda H- fois la concentration initiale de H-. Or, d'après la première question, on avait la concentration de Na+, initiale, il est identique à celle de H- initiale, il est égal à la quantité de matière initiale N1 sur le volume total de la solution. Donc, G0 égale K N1 sur volume total, facteur.
le N1 volume total, je factorise avec N1 sur volume total, fois lambda de Na plus lambda de H en moins. Donc ça, c'est l'expression de G0. Sa valeur du tableau, c'est G à l'instant t égale à 0. Et d'après le tableau, c'est 46,2 millisiemens. Deuxième question, 2. On note X l'avancement de la réaction à la date T. Donnez l'expression de la conduction G à la date T en fonction de X. Donc 2, G à la date T égale K fois sigma à la date T. Donc G égale K lambda de Na plus, concentration de Na plus. Je tiens à préciser que le Na plus ne participe pas à la réaction. Donc sa quantité de matière reste inchangée. Le volume total de la solution ne change pas. Donc la concentration de Na plus au cours du temps reste constante et elle reste égale à la valeur initiale qu'on a déjà déterminée dans la première question. Donc c'est Na plus initial plus lambda H en moins, concentration H en moins. Cette concentration de H en moins, elle est inférieure à la concentration initiale. C'est-à-dire que H en moins ici, il est inférieur à H en moins initial. Plus en fin de compte, l'ion qui s'est formé. L'ion qui s'est formé, c'est C2H3O2-. Donc on doit rajouter lambda de cet ion fois sa concentration. Maintenant, on va exprimer chaque concentration. En fonction de N1, V et X. La concentration de Na plus ne change pas, c'est toujours N1 sur VT. Mais la concentration de H au moins, c'est la quantité de matière de H au moins à l'état intermédiaire sur le volume total. D'après le tableau d'avancement déjà établi à la première question, la quantité de matière de H au moins, c'est N1 moins X sur le volume total. Ceci égale N1 sur volume total moins X sur volume total. Autrement dit, H au moins initial moins X sur V total. De même, la concentration de C2H3O2-, elle est égale à sa quantité de matière, C2H3O2-, sur le volume total. D'après le tableau d'avancement déjà établi, le N de H au moins, c'est X sur le volume total. Je vais remplacer chaque concentration par son expression et je trouve G égale K facteur lambda Na plus, concentration Na plus initiale, plus lambda H au moins, fois concentration H au moins initiale, moins X sur Vt, plus lambda C2H3O2-, fois X sur Vt. J'ai remplacé H au moins et C2H3O2-. Donc G sera écrite, si je développe ce calcul, c'est K facteur lambda Na plus, concentration Na plus initiale, plus lambda H en moins, concentration H en moins initiale. Donc j'ai fait sortir H en moins. Il me reste ici moins K X sur Vt. Il me reste moins Kx sur Vt fois lambda H en moins, plus Kx sur Vt lambda de C2H3O2-. Donc je peux factoriser par Kx sur Vt. Ça donne lambda H en moins, moins lambda C2H3O2-. Maintenant, ce terme, c'est G0. Donc je peux écrire que G à l'instant t égale G0 moins Kx sur Vt facteur lambda H en moins lambda C2H3O2-. C'est l'expression de G en fonction de X. G0, K, Vt et les lambda sont des valeurs constantes. Donc si X varie, G va varier. Donc c'est la réponse à la question. Donnez l'expression de G à la date T en fonction de X. C'est-à-dire la seule variable, c'est X. Troisième question. On rappelle que l'hydrolyse basique d'un ester peut être considérée comme une transformation chimique totale. On déduire l'expression de la conduction G finale au bout d'un temps très long. Trouvez sa valeur dans le tableau. Réécrivons la valeur de G, mais cette fois-ci à l'instant final. G final, elle est égale à G0, c'est une constante, moins K sur Vt fois lambda H en moins lambda C2H3O2-. Donc, ceci et X et V sont des constantes, fois le X à l'état final.
puisque la réaction est totale. Alors, le x final n'est autre que le x maximal. Donc, réaction totale, x final égale x maximal. Or, d'après l'exercice, C4H8, elle est annexée après le texte. Et j'ai le N1 qui est égal à 1, 10, moins 2 mol par litre. C'est la quantité de matière de H-. Donc H-, c'est le réactif limitant. Et d'après le tableau d'avancement établi à la première question, le X max sera égal à N1. Donc G final sera écrite G0 moins K sur V total, lambda H-, moins lambda C2 H3 O2-. Le tout fois X final qui sera remplacé par N1. Donc, ceci, c'est l'expression de G final. Sa valeur dans le tableau, c'est la valeur lorsque t tend vers l'infini. G final égale G lorsque t tend vers un temps très grand qu'on appellera l'infini. D'après le tableau qu'on a dans l'exercice, qui est dans les valeurs de G, le G à l'infini, c'est 10,7 millisiemens. Donc, dans cette question, on a écrit la valeur ou bien l'expression de G0 à l'état initial, l'expression de G à l'état intermédiaire, l'expression de G à l'état final. On nous demande à la quatrième question, avec les expressions de G0, G et G final établies plus haut, c'est-à-dire dans les trois premières questions, montrer que x égale à N1 fois G moins G0 sur G final moins G0. Pour répondre à cette question de 4, je vais exploiter les résultats des questions précédentes. Je vais exploiter ce résultat en faisant G moins G0. Il me reste moins Kx sur Vt, lambda H-, moins lambda C2 H3 O2-. De même pour G final et G0. Je vais passer G0 à gauche. Ça sera G final moins G0 égale à cette expression. Après, je fais la division de la première expression par la deuxième expression. Je vois que K sur Vt se simplifie. La même chose pour la parenthèse. Il me reste enfin x sur n. Donc G moins G0 sur G final moins G0 fois N1 égale à X. Et c'est l'expression demandée dans l'exercice. Troisième et dernière question de cet exercice, étude de la vitesse de réaction. Le graphe suivant montre les variations de X égale à f de t. À l'aide du graphe, décrit qualitativement la variation de la vitesse de réaction au cours du temps. On nous demande de décrire qualitativement comment varie la vitesse, mais à partir du graphe. Une telle question, on répond de la façon suivante. On montre que les tangentes à la courbe deviennent de plus en plus horizontales. C'est-à-dire que la tangente, son coefficient directeur diminue au cours du temps. Donc ceci par exemple, c'est la tangente à l'instant t égale à 0. Si je trace une tangente en un autre point, je vois qu'elle est plus horizontale que la première, c'est-à-dire que son coefficient directeur diminue. Donc si la tangente devient de plus en plus horizontale, leur coefficient directeur diminue, donc la vitesse de la réaction diminue, du fait que la vitesse il est proportionnelle au coefficient directeur. Donc 3,1, d'après le graphe, les tangentes à la courbe deviennent de plus en plus horizontales. Donc leur coefficient directeur diminue, d'où la vitesse de la réaction diminue. Donc si on nous demande de montrer graphiquement comment la vitesse diminue, on dit que les tangentes deviennent de plus en plus horizontales, donc leur coefficient directeur diminue, d'où la vitesse diminue aussi. Deuxième question, définir le temps de demi-réaction T1 demi, déterminer approximativement sa valeur. Deuxième question, on sait que lorsque T égale à T1 demi, on a X égale X max sur 2. Donc on va chercher sur le graphe la valeur de X max sur 2. Dans les questions précédentes, on a trouvé que X max égale à N1, il est égal à 1,0 10 puissance moins 2, c'est-à-dire 10 millimoles. Donc le X max sur 2, il est égal à 5 millimoles. Donc je vais chercher 5 millimoles sur le graphe et je vais le projeter sur la courbe pour trouver la valeur de T1 demi. Chaque carreau mesure 2 millimoles. Et chaque carreau est divisé en 1, 2, 3, 4, 5 petits carreaux. Chaque petit carreau mesure 0,4, 4,4, 4,8, 5,2. Donc ça sera quelque part ici 5. Et je projette sur l'axe des X, c'est-à-dire l'axe des temps. Donc pratiquement, on trouve
deux petits carreaux. J'ai un carreau qui mesure 50 secondes, 10, 20, 30, 40, 50. Donc chaque petit carreau mesure 10 secondes. Donc ici, c'est T1,5 et c'est égal à 20 secondes. Donc c'est une valeur, bien entendu, approximative. Donc on écrit graphiquement T1,5 est pratiquement égal à 20 secondes. Je répète cette méthode. Je cherche sur le graphe la valeur de 5 millimoles, qui est la moitié de X max. Sur l'échelle, ce point représente 5 millimoles. Je le projette sur la courbe et je projette ce point sur l'axe des temps. Et je trouve la valeur de T1,5 qui est de 20 secondes. Cet exercice était consacré au suivi temporel d'une réaction chimique par conductimétrie, c'est-à-dire en utilisant la conductance G ou bien la conductivité sigma. Exercice 5. L'eau de Javel est souvent utilisée comme désinfectant. Une étiquette d'eau de Javel porte les recommandations suivantes. Conserver au frais, ne pas utiliser en combinaison avec d'autres produits. Au contact d'un acide dégage un gaz toxique. Première partie, préparation d'eau de Javel. L'eau de Javel peut être obtenue en dissolvant du dichlore gazeux dans une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium selon l'équation Cl2 plus 2HO- donne ClO- plus Cl- plus H2O liquide. C'est la réaction 1. Première question, petit a, écrire les demi-équations d'oxydoréduction relatives aux deux couples. Oxydant réducteur, ClO-, Cl2 en milieu basique et celle de Cl2, Cl-. Pour écrire les demi-équations électroniques, on procède de la même façon que la série numéro 1 du chimie. Premièrement, petit a, donc je commence par Cl2, Cl-, Cl2 plus 2 électrons donne 2 Cl-. Le deuxième couple oxydant réducteur, c'est ClO-, Cl2. Pour écrire la demi-équation électronique en milieu basique, je l'écris d'abord en milieu acide, puis je rajoute les ions hydroxyde. Donc ClO- va donner Cl2. La première chose à faire, c'est équilibrer l'élément chlore. Je multiplie par 2. Deuxième chose, c'est équilibrer l'élément oxygène. Plus H2O, je vais rajouter 2 molécules d'eau. Après, j'équilibre l'élément hydrogène en ajoutant 4H+. Pour équilibrer la charge électrique, je dois rajouter des électrons. J'ai 4 plus et 2 moins, donc je dois rajouter 2 électrons. Maintenant, je reprends cette équation et j'ajoute un nombre de HO- égal à celui de H+. Donc, j'ai réécrit cette équation en ajoutant un nombre de HO- égal à celui de H+. Alors ici, ce 4HO- plus 4H+, je peux le remplacer par 4H2O. Et je peux simplifier les H2O de part et d'autre. Il me reste ici 2. Donc l'équation que je dois écrire, c'est la suivante. C'est 2 ClO- plus 2 H2O plus 2 électrons, donc Cl2 plus 4HO-. Voilà, donc ça c'est la demi-équation du deuxième. Petit b, identifier l'oxydant et le réducteur qui réagissent dans la réaction considérée, c'est-à-dire cette réaction numéro 1. Pour trouver facilement l'oxydant et le réducteur qui réagissent dans la réaction 1, on va examiner les produits. On a Cl- comme produit, c'est Cl- de ce couple. Donc, pour ce couple, c'est Cl2 qui est le réactif. Donc, c'est l'oxydant Cl2 qui participe à cette réaction. J'ai le ClO-. ClO-, c'est un produit. Donc, j'ai comme produit ClO-. Donc, le réactif de ce couple, c'est Cl2. Donc, je vois que le Cl2 de ce couple agit comme réducteur et le Cl2 de ce couple agit comme oxydant. Donc, j'écris, petit b, l'oxydant, c'est le Cl2 du couple Cl2-Cl-. Et comme réducteur, c'est le Cl2 du couple ClO- sur Cl2. Deuxième question. La concentration d'une eau de Javel est définie par le degré chlorométrique, degré CHL. Il correspond au volume en litres de dichlore gazeux mesuré à une température de 0 degré C et sous une pression de 1 bar
qu'il faudrait utiliser pour préparer 1 litre de cette solution d'eau de Javel selon l'équation 1. On nous explique ici la définition du degré chlorométrique. Donc le degré chlorométrique, c'est le volume du dichlore gazeux, c'est-à-dire le volume de Cl2 qu'on doit utiliser pour préparer 1 litre de la solution d'eau de Javel. Par exemple, si j'ai besoin de 10 litres de dichlore, je dis que cette eau de Javel est à 10 degrés chlorométriques. Si j'utilise par exemple 7 litres de Cl2 pour préparer 1 litre d'eau de Javel, cette eau de Javel a 7 degrés chlorométriques. Première question, petit a, quel est le volume de dichlore nécessaire pour préparer 1 litre d'eau de Javel à 48 degrés chlorométriques? D'après la définition, puisqu'on a 48 degrés chlorométriques, cela implique que le volume utilisé pour préparer 1 litre, le volume utilisé du dichlore, il est égal à 48 litres. Donc à retenir d'après le texte que le degré chlorométrique n'est autre que le volume de Cl2 utilisé pour préparer 1 litre. Ici la question, on veut préparer 1 litre d'une eau de Javel de 48 degrés chlorométriques. On nous demande quel est le volume de Cl2 nécessaire. Simplement, c'est 48 litres de Cl2. Petit b, on déduire les concentrations en ion hypochlorite Cl et en ion Cl-. Pour déduire ces concentrations, je dresse le tableau d'avancement de cette réaction et après, je vais calculer la concentration en ion Cl et en ion Cl-. On voit ici le tableau d'avancement de la réaction 1, Cl2, 2H-, Cl-, Cl-, H2O. À l'état initial, j'ai une quantité de Cl2 qu'on a dissous. C'est le volume calculé tout à l'heure. On peut déduire le N0. On n'a pas de données sur H-. Donc, ça veut dire que implicitement, la quantité de matière de H- n'a pas d'influence sur l'avancement de cette réaction. Cl au départ 0,0. L'eau, il est en excès puisqu'on a des solutions aqueuses. À l'état final, c'est N0 de Cl2 moins X max. X maximal, X maximal. D'après le tableau d'avancement, j'ai la concentration de Cl au-, il est égal à celle de Cl-, il est égal à X max sur V. C'est la quantité de matière de chacun de ces ions sur V. Donc, pour calculer X max, c'est le N0 de Cl2. X max, c'est la quantité de matière de Cl2 initiale, avec X maximal égale à N initial de Cl2. Or, N initial de Cl2, c'est le volume de Cl2 divisé par le volume molaire, ce qui implique que la concentration de Cl au-, elle est égale à celle de Cl-, elle est égale. Au lieu d'écrire X maximal, j'écris VCl2 sur volume molaire et je divise X max par V. Donc, il n'y a qu'à faire l'application numérique. La concentration de Cl au- égale à celle de Cl-, elle est égale. Le volume de Cl2, c'était 48 litres. Le volume molaire, d'après les données de l'exercice, c'est 22,7. C'est à la fin de l'exercice, fois 1 litre. Et ça donne comme résultat, c'est 2,1 mol par litre. Deuxième partie, grand B. Vieillissement de la solution. Les ions hypochlorites réagissent en présence d'eau en milieu basique selon l'équation. 2Cl au moins donne 2Cl- plus O2, qu'on appellera réaction 2. La figure ci-dessous représente l'évolution du degré chlorométrique à différentes températures en fonction du temps. Donc cette courbe représente la variation du degré chlorométrique en fonction du temps pour différentes températures A, B, C. La courbe A correspond à 20 degrés C. La courbe B, c'est la solution à 30 degrés Celsius. La courbe C, c'est la solution d'eau de Javel à 40 degrés C. Question, quels facteurs cinétiques et ou bien sont mis en évidence? Donc, d'abord, je dois dégager de cette courbe qu'est-ce qui varie en fonction de quoi. Alors, si je prends les trois courbes à la fois, je vois que leur degré chlorométrique diminue, que ce soit pour A, B ou C. Mais la diminution est plus rapide dans C que dans A et B.
Et ça, c'est à cause de la température. Donc, pour la diminution du degré colorimétrique pour les trois courbes, la diminution est d'autant plus rapide que la température est grande. Dire que le degré colorimétrique diminue, ça veut dire que Cl au moins aussi, sa concentration, elle diminue, puisque sa concentration dépend du degré colorimétrique. On a vu ça à la première question. On avait 2,1 mol par litre à condition d'utiliser 48 degrés colorimétriques. Si le degré diminue, alors à ce moment-là, cette concentration va aussi diminuer. Donc la diminution du degré colorimétrique est beaucoup plus importante dans le cas d'une température élevée que d'une température moins élevée. Donc le facteur cinétique mis en évidence pour les trois courbes, c'est la température. Maintenant, si je m'intéresse à une seule courbe, à la variation du degré colorimétrique pour une seule courbe, c'est-à-dire à une température par exemple constante, 20 degrés. La diminution ici du degré colorimétrique n'est pas due à la température. Elle est due à la diminution de la concentration des réactifs. Donc pour chaque courbe, le facteur cinétique mis en jeu ou bien mis en évidence, c'est la concentration des réactifs qui diminue. Pour les trois courbes, le facteur cinétique mis en évidence, c'est la température. Donc on va écrire comme réponse grand B, petit a. Donc pour l'ensemble des trois courbes, le degré colorimétrique diminue rapidement, c'est la température plus élevée. Donc le facteur cinétique mis en évidence, c'est la température. Maintenant ça c'est pour l'ensemble des trois courbes. Pour une seule courbe, le degré colorimétrique diminue à cause de la diminution de la concentration des réactifs. Donc le facteur cinétique mis en évidence est la concentration des réactifs. Petit b, la recommandation conserver au frais semble-t-elle justifiée? Oui, elle semble justifiée puisque plus la température est faible, plus le degré colorimétrique décroît lentement et on conserve l'eau de Javel le plus longtemps possible. Donc la réponse à la question B, la recommandation conserver au frais est justifiée car plus la température est petite, plus la vitesse de la réaction 2 est petite et le degré colorimétrique va diminuer lentement. Ceci nous permet de conserver l'eau de Javel pour une durée plus grande. Petit c, aucun délai d'utilisation ne figure sur les flacons d'eau de Javel 12 degrés colorimétriques, contrairement aux berlingots de 48 degrés colorimétriques. Justifiez cette différence. Pour les berlingots de 48 degrés colorimétriques, on a une grande concentration des réactifs au départ, ce qui va conduire à une grande vitesse de diminution du degré colorimétrique. Et ceci a comme conséquence que cette eau de Javel ne peut être pas conservée pendant une durée assez grande, du fait que le degré colorimétrique décroît rapidement à cause de la grande concentration. Par contre, le 12 degrés colorimétrique, il a une concentration 4 fois moins petite que 48, donc la vitesse de réaction sera plus lente, donc on le conservera longtemps, on n'a pas besoin de mettre une date d'utilisation. Par contre, les 48, on doit mettre une date d'utilisation. Si on la dépasse, on va voir le degré colorimétrique se dégrader beaucoup plus vite. Donc on va écrire la réponse suivante. Pour les berlingots 48 degrés colorimétriques, on doit mettre le délai d'utilisation du fait que la vitesse de diminution du degré colorimétrique est grande, ce qui détériore l'eau de Javel plus vite que celui de 12 degrés colorimétriques, dont la vitesse de la réaction est beaucoup plus petite. Deuxième question et dernière question. Au milieu acide, les ions hypochlorites peuvent donner lieu à la réaction d'équation Cl- plus Cl- plus 2H3+, donc Cl2 plus 3H12O. Justifier la seconde recommandation. La seconde recommandation était au début de l'exercice que au contact d'un acide, il y a le dégagement d'un gaz toxique. Effectivement, les ions hypochlorites, c'est l'agent actif de l'eau de Javel. En contact avec l'acide, il y a dégagement de dichlore. Le gaz dichlore est un gaz toxique. Donc, il ne faut pas le mélanger avec un acide. Donc, deuxième question. La seconde recommandation est justifiée
car il y a dégagement du gaz dichlore toxique. Donc les deux recommandations mises au départ de l'exercice, il faut le mettre au frais pour éviter sa dégradation rapide. Il ne faut pas le mélanger avec un acide pour ne pas dégager un gaz toxique qui est le dichlore ici.